Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait plaisir. Je vois quelques noms qui se connectent au départ. Et voilà, il y a quelques têtes et quelques personnes que j'ai pas vues depuis un petit moment, d'autres un peu plus récemment. Bonjour à tout le monde en tout cas. Et voilà, François m'a demandé de préparer une petite intervention sur voilà sur le globalement comment est-ce qu'on travaille sur soi, comment est-ce qu'on fait du développement personnel en tout cas quand on est coach. Donc moi, je suis vraiment parti de mon expérience personnelle. Je vais vous faire part de la façon dont, voilà, dont je procède et voilà, comment j'y suis arrivé, comment ça peut fonctionner, sans rentrer dans le détail partout parce que ce serait trop long. Mais voilà, je vais essayer de vous exposer le plus clairement possible la façon dont j'ai procédé. François, pour mon écran, c'est bon, tu vois bien, c'est bon pour toi? Ouais, c'est très bien. Je rappelle que pour tout le monde, hein, vous pouvez zoomer si vous souhaitez. Quand vous bougez votre souris, il y a un petit plus, un petit moins qui permet de zoomer aussi sur des parties de votre écran sans que le présentateur ait à le faire. Ouais, dites-moi si vous voyez bien. En tout cas, moi, je ne l'ai pas mis en complet plein écran. C'est juste pour pouvoir voir si la diapositive apparaît sur votre écran et que moi, j'aille pas trop vite et que ça reste en rapport avec ce que je suis en train de vous dire, quoi, tout simplement. Et j'espère que vous verrez suffisamment bien. J'ai essayé de mettre assez grosse pour ça puisse contenter tout le monde. C'est parfait pour l'instant. Ok, je commence, François? Ouais, Ok, très bien. Donc, écoutez, dans un premier temps, voilà, je vais revenir un petit peu sur mon parcours rapidement. Bon, le parcours de joueur, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. J'ai joué en National 3, une grande majorité pour la quasi-totalité de ma vie de basketteur à l'avenir de Rennes. Et puis ensuite, à passer pour terminer quand j'y travaillais. J'étais en parallèle universitaire en STAPS. Donc, je suis allé jusque sur le niveau maîtrise STAPS. Et à la suite de quoi, c'est vrai que je n'ai pas tout fait en même temps, je me suis porté sur l'entraînement. C'est vrai que dans un premier temps, moi, dans mon parcours, je me suis pas mal posé de questions sur quelle branche j'allais prendre dans STAPS. Et très vite, je suis revenu vers le niveau plus, voilà, plus compétition. Et j'ai décidé de passer mes diplômes d'entraîneur en parallèle. Donc, par le biais des équivalences de STAPS, j'ai pas fait les tout premiers niveaux, euh, animateur, initiateur, mais je suis arrivé sur l'entraîneur jeune, l'entraîneur région, que j'avais passé dans la même saison à l'époque. Puis, je suis parti dans les Pays de Loire, passer le brevet d'État, ce qu'ils appelaient brevet d'État premier degré, mais en contrôle continu. C'est-à-dire que globalement, on avait une semaine de formation par mois à peu près sur l'ensemble de l'année, de septembre à juin, avec un examen final. Puis j'ai enchaîné avec le brevet d'État, ancienne formule, avec voilà, les, euh, les épreuves qui étaient basées sur l'INSEP. Voilà. En parallèle de quoi, j'ai eu diverses expériences professionnelles. C'est vrai qu'au départ, moi, j'ai voulu vraiment tenter plusieurs choses. Voilà, voir différentes branches à l'intérieur du sport pour savoir ce vers quoi je voulais me tourner. Donc, j'ai été prof d'EPS pendant deux années à peu près. Une année en collège, une année en lycée. Mais pas prof de. Enfin, j'ai pas eu le CAPEPS, hein. J'étais en tant que remplaçant, vacataire. Puis j'ai été aussi éducateur sportif dans le milieu du handicap, dans le milieu du handicap mental, dans les CAT, les centres d'aide par le travail. Donc ça, je l'ai fait quand même pendant, alors pas à temps plein, mais je l'ai fait pendant pas mal de temps. Puis j'ai eu l'opportunité, par l'intermédiaire de Christophe Evano, qui était ATD dans le 35 à l'époque, j'ai eu ouais, l'opportunité de travailler dans le milieu carcéral par une convention qui était établie entre la Fédération française de basket et le milieu carcéral. Et j'intervenais là-bas 2 fois par semaine. Euh, une expérience vraiment, vraiment enrichissante, particulière, mais vraiment, vraiment enrichissante. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, voilà, j'ai aussi encadré les sélections jeunes par le biais du comité et puis par le biais de la Ligue de Bretagne. Et j'ai été éducateur sportif pendant 5 ans sur le club de Passé, dans le 35. Voilà, des toutes petites catégories
jusqu'au senior, hein, comme tout le monde peut le faire souvent dans son club. Et en parallèle de ça, j'étais toujours coach, moi, de l'équipe de l'Avenir de Rennes, dans laquelle je jouais. Mais notre coach était parti sur un centre de formation dans le Finistère. Et donc, les dirigeants m'avaient demandé de reprendre l'équipe. Donc, j'ai commencé par coacher l'équipe dans laquelle je jouais. Et nous avions créé une union entre l'Avenir de Rennes et le CO Passé sur des Minimes France, des Cadets France. Et moi, j'avais en charge les Minimes France. Donc voilà. À partir de 2008, là, j'avais validé mon brevet d'état second degré et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le centre de formation de l'Hermine de Nantes. Donc ça a été vraiment voilà, le premier gros changement. Ça a été vraiment de se dire que voilà, quand j'ai eu cette opportunité, j'avais vraiment la volonté de faire de la compétition au plus haut niveau possible. Donc, j'ai saisi cette opportunité, voilà, d'aller travailler sur Nantes avec des garçons que je pouvais entraîner tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Puis, je suis passé entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle à partir de 2012 à temps plein. Bon, même si, et on le verra tout à l'heure, quand j'étais sur le centre de formation, j'ai eu l'opportunité, moi, d'avoir un staff pro avec Antoine Michon et Franck Collineau, qui m'ont très vite intégré, et Sébastien Collat, qui était notre directeur sportif, très, très vite intégré au travail des pros, réflexion, me permettre d'être sur le banc dans les vestiaires. Et ça m'a très vite questionné. Donc 2012, passé entraîneur adjoint à temps plein. Puis à partir de 2016, ma première expérience de coach de l'équipe professionnelle en Pro B, pardon. Voilà, derrière tout ça, pour préparer cette intervention, voilà, pour en discuter avec certains collègues, le constat, c'est que dans notre formation d'entraîneur, celle que vous comme moi, on a pu suivre, l'objectif, alors, je c'est pas que je vulgarise, mais je simplifie, hein, je suis allé sur les principaux thèmes. L'objectif étant de développer notre niveau de connaissance. Alors, selon les niveaux, par le niveau de connaissance historique, réglementaire, le niveau technico-tactique, forcément, et l'aspect pédagogique des choses. Bon, pour moi, c'est ce qui ressort, ces 5 grands items-là, c'est ce qu'on recherche au travers de notre formation d'entraîneur, JER, BE1, BE2. Pardon, hop là. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que moi, je ne suis pas issu du sérail du milieu professionnel, pas d'expérience de joueur de haut niveau, jamais travaillé dans un club professionnel et forcément, ça implique certaines choses. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte de la façon dont un club professionnel fonctionne, des joueurs professionnels fonctionnent, une équipe professionnelle. Donc à partir de là, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Très vite, quand je suis arrivé à Nantes, je me suis rendu compte que le rôle du coach dépassait vraiment le cadre du terrain et de l'entraînement du match, et que ce n'était finalement qu'une toute petite partie du job de coach que de le réduire uniquement à son rôle de technicien. Donc, participer à énormément d'échanges avec le staff de l'époque sur les aspects technico-tactiques, forcément, mais aussi sur tout ce qu'on pourrait appeler la gestion hors basket directement, celle qui n'est pas liée, voilà, à la manipulation du ballon en tout cas, ou au fait d'être sur les aspects technico-tactiques. Les exemples, enfin pour imaginer ça, c'est de parler de l'acceptation du rôle par certains joueurs, de conflits entre deux joueurs, de soucis peut-être d'attitude, en tout cas de parler de beaucoup d'aspects qui n'ont pas trait au basket en lui-même directement. Et l'autre aspect dont on échangeait beaucoup, c'est aussi sur l'impact de l'environnement de l'équipe, c'est-à-dire les dirigeants du club, les médias, voilà, les relations que vous pouvez avoir avec les agents, les soucis que vous pouvez rencontrer qui peuvent être liés aussi aux familles de joueurs. Voilà, donc beaucoup de choses, et il y en a bien d'autres encore, qui ont attrait à la vie autour du club, la vie autour de l'équipe. Et ça, voilà, on n'est pas forcément prêt à ça quand on n'est pas du sérail. Donc, quand vous êtes coach, vous devez très très vite intégrer que l'entraînement ne sera qu'une toute petite part de votre travail. Et forcément, c'est ce qui m'a amené à ça.
c'est de se dire, voilà, il faut se développer, il faut apprendre, il faut développer des compétences parallèles à celles du technicien. Alors, premier petit, François, c'est ce qu'on s'était dit, peut-être à partir de là, s'il y avait déjà la moindre question, on peut peut-être prendre un petit moment, et s'il n'y en a pas, eh bien, je vais enchaîner sur la partie la plus centrale de l'exposé, qui est le pourquoi se former, et puis ensuite comment ça a pu se passer, quoi. Comment A ça peut se priori, il n'y passer. a pas de questions qui ressortent sur le chat, donc Très bien. on peut, on peut continuer, je pense, euh, sachant qu'a priori, après, ça ouvrira, je pense, le champ un peu des interrogations. Très bien, très bien, très bien. Ensuite, alors, comme j'ai pu vous le dire, hein, l'objectif, c'est, moi, au travers de la chronologie, de la façon dont, en tout cas, le contexte, moi, je suis arrivé sur la prise en main d'une équipe pro, ça a forcément, évidemment, beaucoup influencé euh, ma façon de voir les choses. Tout d'abord, moi, quand je suis devenu coach, en fait, j'étais entraîneur adjoint, et à 6 ou 7 matchs de la fin du championnat, moi, le coach avec lequel je travaillais s'est mis en arrêt de travail. Il a fait un burn-out. Il était dans une situation personnelle compliquée, au travers d'une deuxième partie de saison compliquée. Et donc voilà, on m'a demandé de prendre l'équipe en charge pour terminer le championnat. Donc forcément, quand vous prenez une équipe en charge en cours de route, c'est que forcément il y avait des difficultés, ou en termes de résultats, enfin très souvent en termes de résultats. Euh, et alors bien souvent, ce sont les dirigeants qui prennent la décision de couper le coach. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. C'est le coach qui s'est mis en arrêt de travail, puisqu'il était dans une situation, comme j'ai pu vous le dire, qui était compliquée. Donc j'ai terminé cette saison-là, et puis on reviendra un petit peu dessus. Et donc à partir de là, il a fallu vraiment, en tout cas, passer de l'étape à écouter, échanger avec quelqu'un qui prend les décisions, à être celui qui va prendre les décisions et qui va influencer, en tout cas, essayer d'impacter son environnement pour essayer de faire performer son équipe. Puis, donc j'ai terminé cette première saison, et je suis redevenu entraîneur assistant avec un autre coach. Cette fois-ci, sur cette deuxième saison, le coach, lui, a été coupé en décembre. Et donc j'ai terminé cette saison-là, et je suis resté coach depuis de l'équipe. Je viens de faire 2 saisons complètes à la tête de l'équipe. Donc, 2 contextes différents entre la première et la deuxième saison, avec 2 équipes complètement différentes. Alors, je vais laisser là. Ce qui a été assez, assez évident pour moi, au regard de ces 2 premiers rôle de coach qui arrive en cours de saison, c'est que euh, les mêmes ingrédients n'ont pas du tout eu les mêmes impacts avec 2 groupes de joueurs totalement différents. Donc ça a été le premier constat qui m'a posé quand même pas mal de questions. Et donc, j'ai eu envie de très clairement travailler sur moi-même, de progresser sur cet autre volet du job de coach, qui est le rôle de manager et ma position de leader par rapport à mon groupe. Et de là, je n'avais pas assez, moi, pas assez de contenu de mon côté, j'avais pas assez de billes pour être capable de l'assumer sans faire appel à quelqu'un. Maintenant, par où commencer, c'était un petit peu compliqué. Donc moi, il se trouve que dans mon entourage proche autour du club, forcément, vous rencontrez beaucoup de monde. J'étais déjà en contact avec des gens, et je connaissais Nicolas. Je savais ce que Nicolas faisait. Nicolas, c'est la personne avec qui je travaille. C'est entre guillemets mon coach, quoi, hein, clairement. Et donc, moi, j'ai décidé très vite de travailler avec lui et de déterminer la façon dont ça pouvait se faire. Donc, juste pour que tout le monde se rende bien compte de ça, moi, voilà, tout le monde a un CPF, un compte personnel de formation. Toutes les entreprises ont aussi un compte formation. Et donc, vous pouvez demander, alors à condition de le faire assez tôt, vous pouvez tous demander à suivre des formations, quelles qu'elles soient, hein, dans n'importe quel job. Et donc, avec mon club,
On s'est renseigné avec ma général manager Audrey Sauret, on a travaillé là-dessus et puis on a mis en place ce compte formation. Le club a donc une enveloppe qui de toute façon est prévue dès le début de l'année pour la formation. Donc au pire, vous ne l'utilisez pas et puis cet argent-là ne servira pas. Au mieux, vous activez ce compte formation et de toute façon, c'est déjà des fonds qui sont faits pour ça, j'ai envie de dire. Donc la façon dont ça s'est mis en place administrativement, voilà, il suffit de se retourner vers votre employeur et puis si vous voulez en suivre, il vous l'expliquera. Moi, derrière, j'ai choisi de travailler avec Nicolas parce que c'est son approche qui me plaisait beaucoup. L'approche, la façon qu'il avait de parler avec moi, de m'expliquer la façon dont il travaillait, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Et puis après, on n'a pas un fonctionnement qui est très… c'est-à-dire qu'on ne se dit pas on se verra tous les lundis de 14h à 17h ou de 14h à 15h. C'est globalement moi qui le sollicite quand j'ai vraiment des besoins, quand il y a un thème que je souhaite voir avec lui, travailler avec lui, développer, ou des événements qui me posent vraiment question. Donc, c'est moi qui le sollicite. C'est moi qui sollicite Nicolas pour travailler sur moi-même. Voilà, il n'y a pas d'emploi du temps prédéterminé. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me plaisait bien dans le fonctionnement qu'on pouvait déterminer avec lui. Donc, hop, alors excusez-moi, je vais aller… Alors, au fur et à mesure, on va rentrer un petit peu plus dans le… Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, être manager un staff ou manager une équipe, quelles que soient les personnes, mon objectif, moi, c'est de travailler pour impacter mon environnement, pour que mon environnement s'engage avec moi et m'aide à atteindre, voire à dépasser les objectifs qu'on m'a fixés. Pour ça, il y a besoin de comprendre certaines étapes, certains mécanismes, et il y a besoin aussi de s'approprier certains outils. Et ça, au départ, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce qu'on ne peut pas se fier qu'au feeling. Et quand, dans notre formation, on reste que sur le technico-tactique, très souvent, la façon dont on peut… Mais c'est comme quand on entraîne, c'est que très souvent, on va aller chercher des choses qu'on a nous-mêmes vécues. Quand vous entraînez au départ, en tout cas moi, c'était le cas, les premières équipes que vous entraînez, et là je ne parle pas d'équipe professionnelle, très souvent vous allez rechercher des exercices que vous avez vécus, des situations qu'on vous a fait vivre avec un entraîneur. Vous êtes souvent très impacté par la façon dont on vous entraîne. Et moi, quand j'ai commencé à entraîner, c'est vrai que je me suis énormément servi de ça. Mais écoutez, en fait, quand vous arrivez dans une équipe et que vous devez coacher une équipe, vous êtes aussi très impacté par la façon dont on vous a coaché, dont on vous a managé plus tôt. Et derrière ça, votre personnalité, à vous en tant que personne, vous fait adopter certains outils aussi. Mais ce n'est pas suffisant, on ne peut pas s'en tenir à ça, on ne peut pas juste se dire qu'on va se faire confiance. En tout cas, je pense que c'est beaucoup trop réducteur et qu'il est essentiel de comprendre la façon dont une équipe professionnelle fonctionne, un joueur professionnel fonctionne, et certaines étapes, certains moments clés dans une saison. Voilà, ça ne s'invente pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas juste régler en se disant on verra quand on y sera. Il faut pouvoir anticiper certaines choses et ça me semble être primordial. JB, une première question qui ressort là, c'est tu mets que tu as travaillé sur toi avec l'aide d'une personne. Est-ce que forcément ça fait ressortir sans doute des points positifs sur ta personnalité, mais aussi très certainement aussi des points alors qu'on peut appeler à travailler ou négatifs. Et est-ce que c'est simple d'aller visiter, on va dire, qui on est, quoi? Non, justement, et c'est là-dessus qu'on va arriver. C'est justement ce qui est compliqué, c'est qu'il faut déjà… On fait un gros travail au départ aussi sur ce que tu viens de dire. Qui sommes-nous? Quels sont mes points forts? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de bien au quotidien? Quels sont mes traits de personnalité dominants? Mais aussi, qu'est-ce que j'ai des difficultés à faire? Qu'est-ce que j'ai comme difficulté à dire certaines choses?
Et ça, c'est déjà un vrai point de départ. C'est justement l'objet du prochain slide. C'est que pour manager, pour être leader, il faut avoir en tête qu'il faut se construire son identité. Bien souvent, on parle d'identité de coach, hein, comment est-ce qu'on veut faire les choses. Mais pour manager, c'est la même chose. Il faut absolument commencer par se demander de quelle façon on veut manager, qui on veut être en tant que manager. Et puis, il faut oser l'affirmer. Et ça, c'était le premier travail. Le premier travail, ça a été bien de se dire qu'il était hors de question, on n'était pas là pour copier un style managérial si on n'a pas la personnalité pour l'assumer. Pour imaginer ça, tout le monde a forcément vu Obradovic, tout le monde le voit, le meilleur coach européen de l'histoire, peut-être même plus. On le voit se mettre dans des colères incroyables. Et ça, c'est son style managérial, c'est son style de coaching. Je crois qu'il serait très, très dangereux de vouloir le copier. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire du Obradovic sans en avoir la personnalité prendrait certains risques, hein, je pense, devant un groupe professionnel en tout cas. Donc, ça a été le premier fond du travail, effectivement, c'est de se dire, voilà, quel type de personne je suis et quels sont mes traits de caractère principaux. Et donc là, avec Nicolas, voilà, il a fallu aussi oser assumer le type de coach qu'on veut être, verbaliser les choses, dire les choses, assumer ça. Mais ça, c'est une étape qui n'est pas toujours si évidente qu'on veut bien le penser. En tout cas, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous pousse un peu dans certains de vos retranchements et qui vous pousse aussi à dire ce que vous voulez vraiment faire et de l'assumer. Donc ça, été la première chose. Une autre question, JB, alors je ne sais pas si tu voudras l'aborder là ou peut-être un peu plus tard. Est-ce que c'est lié aux difficultés peut-être que tu as rencontrées, hein, peut-être ou pas, du passage d'assistant à coach qui t'a poussé à le faire cette démarche? Ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'interrogeait depuis longtemps, quoi? Non, alors c'est un petit peu des deux, forcément. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Alors c'est vrai que je suis passé assez vite au départ parce que j'avais peur de pas avoir le temps de pouvoir arriver sur le point central de l'exposé. Mais quand j'écoutais tout ce qui se passait autour de moi, j'ai d'abord passé beaucoup de temps à écouter, à observer. Quand j'écoutais tout ce qui se passait, je me disais bien qu'en fait, il y a des choses que je n'imaginais pas directement dans la vie d'une équipe. Pour moi, la parole du coach à l'époque, quand vous arriviez, voilà, le coach il arrivait, il imposait tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il avait à faire, et puis les gens allaient faire ce qu'il allait dire de toute façon, et puis que ça allait se passer comme ça, quoi. Hein, on était en ordre de marche, et puis qu'il n'y avait pas vraiment de contestation possible, et que ça allait tout filer de façon assez, assez linéaire, assez rationnelle, et qu'il n'y avait pas de vague. Mais je me suis très très vite rendu compte que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui impactent la vie du coach au quotidien, beaucoup d'aspects. Voilà. Et ça m'a quand même vraiment posé question de se dire, ouais, mais toi, quand tu viens pas de ce milieu-là, comment t'aurais fait, comment toi t'aurais vu ça? Et je me suis rendu compte qu'il y a voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, moi, je suis passé coach. Je suis passé assistant. Et je regardais mon collègue, on échangeait énormément avec Franck, on discutait vraiment beaucoup. Et lui, ça faisait déjà une bonne grosse quinzaine d'années qu'il était sur une équipe professionnelle, donc avec beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'une équipe. Et donc, on a beaucoup, beaucoup échangé sur tout ça. Et puis, je suis devenu coach. Et quand je suis devenu coach, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous prenez certaines décisions. Mon équipe à ce moment-là n'allait pas bien. Vous prenez certaines décisions et il se trouve que sur cette première saison, on a eu des bons résultats. Quand vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes la tête dans le guidon, mais quand ça s'arrête, tout ça d'un coup, c'est assez brusque. C'est dit, pourquoi est-ce qu'on a eu des bons résultats? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et est-ce que c'est ça qui m'a permis d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est difficile parce que il n'y a personne pour vous répondre. Alors, vous pouvez vous autosatisfaire en vous disant, ouais, ce que j'ai fait, c'était super, on a été bon, c'est top. Moi, j'avais besoin de me confronter à quelqu'un qui me permette de comprendre vraiment si ce que j'avais voulu mettre en place était la source ou pas de ces bons résultats. Et est-ce que tout ça, c'était bien conscient? Est-ce que j'ai pas eu aussi une petite coupure Internet là, de 3-4 secondes. Donc, si tu peux juste reformuler. Voilà, je voulais savoir si ce que j'avais mis
en place pour terminer cette saison était aussi à l'origine de ces bons résultats ou pas. Voilà, j'ai voulu comprendre vraiment plus, comprendre avec quelqu'un qui me permette de me confronter à ce que j'avais mis en place. J'avais bien conscience que j'avais mis des choses en place, mais je n'avais pas conscience, avant de travailler avec Nicolas, de l'impact que ça pouvait avoir en profondeur, vraiment, sur un groupe. Et ça, c'était essentiel. Je voulais donner du sens à ce que j'avais mis en place en amont. Voilà, donc ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais par exemple, le soir même, le capitaine de l'équipe à cette époque-là, et ça paraît un détail, mais le capitaine de l'équipe s'appelait Chris McKnight, c'est un joueur américain, et notre équipe n'était pas au top, hein. On avait aussi quelques gros caractères dans cette équipe-là, des grosses personnalités en tout cas, et je lui ai dit, voilà Chris, j'ai besoin d'une première chose dès ce soir, c'est que j'ai besoin de te sortir du 5 majeur, parce que si toi tu dis rien du tout, si toi tu acceptes le fait qu'aujourd'hui je rebatte les cartes et que je reconnecte tout le monde avec l'équipe complètement, alors personne n'aura le droit de s'élever contre ça. Si le capitaine est d'accord déjà de me suivre dans cette première étape, moi j'ai appris le matin que je coachais l'équipe le soir. Donc j'ai pas eu 107 ans pour prendre 40 décisions. Donc j'ai convoqué Chris, il m'a dit mais ça c'est facile, JB, facile, on y va, vas-y, je te fais confiance, on y va et je te suis. Et ça a été la première chose sur la prise en charge, c'est que déjà tout le monde dans l'équipe a pu se rendre compte que joueur américain de 30 ans, il m'a suivi, il n'a rien dit, et bien au contraire. Et que ça m'a permis, en tout cas, et ça je l'ai compris après, de ramener, et j'en parlerai un petit peu plus tard, un petit peu de rupture dans la façon dont cette équipe vivait, et d'y mettre quelque part un petit peu d'insécurité, en se disant, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le 5 systématiquement, maintenant, je ne vais plus rentrer dans le 5 systématiquement, ça ne va pas se passer comme ça systématiquement, les habitudes sont un petit peu brisées, et donc, les cartes sont un peu rebattues, et donc de reconcerner vraiment la totalité de l'équipe sur sa fin de championnat. Ce n'est pas ça qui a tout fait, mais ça a été le premier ingrédient que j'avais mis en place à cette époque-là. Et Nicolas m'a permis de comprendre, voilà, ce qui se cache derrière cet ingrédient-là. Parce que vous pouvez mettre quelque chose en place, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça va impliquer dans la tête des joueurs et dans le fonctionnement du groupe? Et ça, je crois que tant qu'on ne le fait pas avec des personnes compétentes, on ne peut pas toujours se rendre compte des conséquences de nos actes, en tout cas de nos prises de décision. Et c'est un petit peu ce mécanisme-là, moi, que je voulais mieux comprendre. Et c'est pour ça que j'avais besoin de travailler avec quelqu'un dont c'était le métier. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, François. Oui, très très bien. Il y a une question, mais je pense que peut-être quelqu'un n'avait pas entendu. Depuis combien de temps travailles-tu avec ton coach en fait? Et tu l'as nommé par le prénom. Est-ce que Ah bah je peux vous dire qui c'est, ouais. Bon. Ouais, je peux vous dire qui c'est. Il s'appelle Nicolas Gétin. Alors il se trouve que c'est quelqu'un qui a été entraîneur de basket, mais finalement si lui, c'est intéressant parce qu'il est passionné de basket, donc voilà. Mais quelque part, Nicolas, il vient pas, il n'a pas besoin de venir voir mes matchs. C'est ce qu'il me dit tout le temps. Il dit mais moi JB, j'ai pas besoin de venir voir tes matchs pour discuter pour discuter de ton développement à toi. Je viens les voir parce que ça m'intéresse, j'observe certaines choses et qu'on peut échanger là-dessus. Mais d'abord, quand on a travaillé avec Nicolas, il ne voyait aucun de mes matchs, aucun. Donc ça c'était aussi assez intéressant. Et donc j'ai commencé à travailler avec Nicolas. Après ma première expérience, je suis repassé avec Neno. C'est quand j'ai repris l'équipe la deuxième fois. Quand j'ai repris l'équipe la deuxième fois, après, sur la deuxième saison, on a commencé à travailler avec Nicolas. Il y a eu ensuite un temps d'arrêt. Et puis, j'ai demandé, moi, dès que j'ai été prolongé pour reprendre l'équipe, j'ai demandé à retravailler avec lui. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, avec Nicolas, puisque je l'ai nommé comme ça, je l'ai nommé, très vite, lui, il m'a fait réfléchir sur quel type de manager je voulais être. Voilà. Ça, c'est quelque chose, moi, sur lequel j'ai pas eu trop de difficultés, puisque à travers de ma personnalité, de la façon dont je voyais les choses, je me suis très vite orienté. J'ai pas mis trop de temps à décider de ça. Pour faire simple, il y avait 2 options. Est-ce que je veux être le coach ou le manager qui veut tout contrôler, qui veut tout décider? Ou est-ce que je suis plutôt celui qui a envie de responsabiliser autour de lui?
c'est cette deuxième option, moi, qui m'intéresse. JB, on a eu une petite coupure Internet sur la deuxième, on n'a pas entendu. Est-ce que, voilà, quel type de manager je voulais être, ou celui qui veut tout contrôler, ou celui qui veut plutôt responsabiliser autour de lui et dans son staff. Alors, je parle toujours des deux, hein, je suis désolé, je parle toujours et de manager mon staff et de manager mon équipe. Mais moi, c'était clairement, ça a été assez naturel et assez clair. C'est la deuxième option qui m'intéressait de développer. Vraiment. Ce choix-là, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous décidez de ce choix, il va impacter un premier levier essentiel dans votre management, qui est celui de la relation. Voilà. Le levier de la relation, c'est un levier que vous allez impacter à longueur de temps, tous les jours. Donc, il est essentiel. Il est essentiel. JB, ensuite, oui. Une petite question, alors qui dépasse un peu le cadre de ton intervention type, mais comme toi, tu as eu aussi cette expérience-là, est-ce que tu crois que cette démarche-là peut exister en tant qu'éducateur de club dans un club amateur? Oui, je le pense. Je le pense aussi parce que ça dépend du contexte du club dans lequel vous travaillez. Moi, j'y ai travaillé dans le club, hein, j'y ai travaillé, mais quel type de président vous avez? Est-ce que vous êtes force de proposition? Est-ce qu'on va vous demander, bien souvent, on vous dit, tiens, il faudrait restructurer le club, par exemple. Ouais, restructurer le club, mais je veux dire, manager une équipe de bénévoles où tout le monde va avoir envie de faire passer. On sait bien qu'à l'intérieur d'un club, c'est jamais lisse non plus. On sait bien qu'il y a toujours des conflits à l'intérieur d'un club entre les personnes qui veulent faire les choses de cette façon, les autres d'une autre. D'autres pour les garçons. D'autres vont vouloir aller vers faire monter les équipes premières. D'autres vont dire non, on veut s'occuper vraiment bien que des petits. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Et je pense que pour votre président, pour votre club, c'est forcément important de développer un job d'éducateur. Moi, je trouve que le job d'éducateur, il est superbe, mais il est difficile. Il prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je trouve que le fait d'aller se développer personnellement, c'est quelque chose qui servira à la personne dans ce métier-là, mais dans son développement à elle en tant que personne aussi. Donc, quelque chose qui lui servira pour plus tard. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, ce travail-là, il est tout à fait envisageable pour un éducateur de club qui aussi aurait envie d'avoir une démarche plus construite, plus cohérente de son job, que simplement s'en tenir au rôle de technicien entre guillemets, du mercredi après-midi, quoi. Voilà. Ok, merci. On parle beaucoup de structuration du club. Ben, je crois que là, c'est de structuration des clubs. Je crois que ce serait intéressant pour les gens de pouvoir le faire de cette façon-là aussi. La deuxième sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, hein, c'est quel type de basket est-ce que je veux faire jouer à mon équipe. Maintenant que je sais quel type de manager je veux être, quel type de basket je veux faire jouer à mon équipe. Alors, c'est pareil, hein, j'ai pris 4 exemples, mais il y en aurait des tonnes. Est-ce que je veux tout faire jouer pour l'attaque? Est-ce que je veux tout faire jouer pour la défense? Un secteur intérieur dominant, un secteur extérieur dominant? Peu importe, est-ce qu'on veut faire que tirer à 3 points? Est-ce que, voilà, il y a plein d'autres. Mais déterminer l'identité, je risque de parler de ça, mais voilà, c'est pour imaginer ce que je voulais dire. Décider vie impactera cette et levier, c'est-à-dire ce levier d'action, il est essentiel parce que c'est la même chose. Là, par contre, ça vous ramène à votre rôle de technicien. Où vous voulez en venir avec vos joueurs? Qu'est-ce que vous voulez faire? Cette cohérence auprès de votre équipe pour que les mecs, ils aient aussi envie de vous suivre, qu'ils comprennent ce que vous vouliez faire et qu'ils comprennent le rôle qu'ils auront à l'intérieur de tout ça. Donc, la direction, ça, c'est quelque chose qui est primordial aussi quand vous êtes coach. Et Nicolas, on en parle très, 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 très souvent. Il faut impacter, il faut que les mecs comprennent vraiment ça. Quand je parle d'impacter, c'est ramener une notion de sens aussi. C'est énorme, enfin, c'est vraiment très important d'avoir cette intention pour moi, de donner du sens. Je veux que mes joueurs comprennent ce que j'ai envie de leur faire faire, là où j'ai envie de les amener. Donc,
Ces deux axes ont forcément été influencés par ma personnalité et ma propre expérience. Mais surtout, j'ai envie de dire que ça m'a aussi permis, et ça a été essentiel, de déterminer le profil des personnes avec lesquelles je souhaite travailler. Avec quel type de personne je me sens le plus compatible. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Et je vais arriver là-dessus aussi juste après. C'est que je pense qu'il faut se poser cette question-là dès le départ. Là, moi, je suis en plein recrutement aujourd'hui pour mon équipe de l'année prochaine. Et vous voyez, c'est un impact essentiel puisqu'on va recruter des nouveaux joueurs. On va parler de compétences techniques, de compétences de basketteurs, mais il faut aussi énormément se renseigner sur, pour moi, qui ils sont en tant qu'hommes, parce que j'ai besoin d'être compatible avec les personnes avec lesquelles je vais travailler au quotidien. Mais je vais y revenir juste après. Donc, le travail en staff, quelque chose auquel on était, enfin voilà, j'étais pas prêt au départ, parce que ça, vous ne l'abordez pas dans vos formations non plus, pas du tout. Et souvent, votre staff, il est constitué en partie quand vous arrivez sur une équipe professionnelle. D'où la nécessité de beaucoup écouter, de beaucoup observer. Deux volets, le staff médical, que je ne vais pas trop traiter ce matin, puisque j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de le faire, et le staff technique. Quel que soit le staff, là, médical ou technique, ils doivent comprendre quelles sont vos attentes. Sur mon staff technique plus particulièrement, est-ce que vous, en tant que coach, vous avez un entraîneur adjoint à qui vous demandez de sortir le haut, de mettre en place l'échauffement, de tenir le chrono et point, et vous allez tout gérer? Ou est-ce que vous souhaitez que votre staff technique, il soit une part entière il soit partie prenante de l'entraînement? Est-ce qu'il met en place les choses? Est-ce qu'il peut prendre la parole? Est-ce qu'il peut corriger? Est-ce qu'il peut intervenir? Moi, j'ai un préparateur physique et deux personnes qui travaillent avec moi, Maxime et puis Patch, Morland, qui travaillent sur les entraînements. Voilà, qu'est-ce que j'attends d'eux? C'est impératif qu'ils le comprennent. Moi, je souhaite au fur et à mesure que mon staff entraîne de plus en plus et prenne voilà, une vraie importance dans l'entraînement. Je crois aussi que on ne peut pas entendre tout le temps la même personne dans l'entraînement, puisqu'on finit par entendre, mais à moins écouter, je pense aussi. Donc, c'est essentiel pour moi d'avoir un staff qui soit capable de prendre en charge un maximum de choses. Et donc, ça, au fur et à mesure, on essaye d'affiner ces choses-là, de développer ces choses-là, mais c'est pas chaque fois qu'ils le comprennent. Ensuite, manager son équipe, et comme je vous le disais tout à l'heure, la première étape, c'est le recrutement. Étape qui détermine énormément de choses. Où on construit un gros travail de scouting, d'observation pour déterminer si tel ou tel joueur est compatible avec ce que je veux faire. Je crois qu'il est aussi essentiel de prendre énormément de renseignements sur l'homme, sur la personne, pour voir si on est compatible, ce que je vous disais tout à l'heure. Et je passe beaucoup de temps, beaucoup de temps à appeler des coachs, des partenaires, d'anciens joueurs, des gens qui ont joué contre eux, en faisant des recherches, mais en discutant énormément avec eux. Et là, je ne veux pas développer ça plus parce que Aymeric Delsart l'avait très bien fait il y a 2 semaines. Les premiers échanges que vous avez avec les joueurs sont les premiers feedbacks que vous leur envoyez. Et il faut en avoir conscience que ce premier échange, il est essentiel, leur montrer que vous avez vu des matchs, que vous connaissez leur qualité, le rôle, ces premiers indices du rôle que vous voulez leur donner par rapport aux compétences que vous avez perçues chez eux et celles que vous avez et les renseignements que vous avez récoltés sur eux en discutant avec des personnes qui ont collaboré avec eux plus tôt. Donc ça, ce sont les premières choses. Ensuite, ce qu'il faut avoir comme en tête quand même, c'est à propos de certains mécanismes, c'est que vous devez faire adhérer 12 personnes qui ont leurs propres objectifs individuels. Vous devez les faire adhérer à un objectif commun. Et ça c'est quand même central. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans une équipe? Ce qui se passe, c'est que les joueurs vont tous se jauger, vont s'observer, vont regarder comment un tel joue, comment, voilà, est-ce que ce mec-là,
va être quelqu'un qui va me permettre d'atteindre les objectifs que moi je me suis fixés avant d'arriver. Est-ce que le joueur qui est à côté de moi va me permettre de vraiment faire ce que moi je souhaitais faire en signant là? Donc ça, c'est quelque chose qui intervient dans toutes les équipes. Mais c'est encore plus prégnant sur le sport professionnel, puisque là, les objectifs sont, je dirais, statistiques, financiers. Enfin, il y a plein de choses qui viennent derrière. Donc, il se passe ça et il faut avoir conscience que derrière, beaucoup d'événements vont venir influencer et modifier l'équilibre que vous aviez initialement voulu construire quand vous avez mis en place votre équipe, comme les blessures, les méformes, des séries de victoires, des séries de défaites. JB, Oui, au, oui. au travers un petit peu là de ton échange, tu abordes la composition de ton staff et puis de ton équipe. Est-ce que tu as mis des outils pour t'aider à cette prise de décision, pour savoir comment tu allais choisir un peu plus tes joueurs, ou est-ce que c'est juste la discussion? Enfin, est-ce que vous vous appuyez sur des choses? Est-ce que tu peux me reposer la question, François? Ça a été coupé. Je suis désolé. Oui. Par Je la dis, là, connexion tu pas parlais de la terrible. composition de ton staff technique et puis de ton équipe. Et, Oui. et savoir si pour t'aider à cette prise de décision, pour choisir un petit peu les personnes et pour notamment leur donner des missions, est-ce que tu t'appuies sur des outils particuliers, type entretien individuel, test de personnalité, ou est-ce que vous avez mis des choses en place? Non, alors, d'abord, moi, quand je suis arrivé, bon, le staff technique, le staff médical avait été mis en place. Pour ce qui est du staff technique, Tony, moi, je travaillais déjà avec lui, le préparateur physique. Il était préparateur physique, moi, quand j'étais avec Franck Colino avant en tant qu'aide. Intégré à mon staff, Maxime, qui est quelqu'un avec moi j'ai intégré, quelqu'un que je connaissais puisque j'avais travaillé avec lui sur le centre de formation, donc on savait qu'on était compatibles, on avait déjà beaucoup travaillé ensemble. Et puis ensuite, c'est Patch Morland qui lui est arrivé, qui faisait sa formation d'entraîneur, qui a été joueur professionnel évidemment, comme beaucoup doivent le savoir, pendant très longtemps. Donc en fait, c'est nous, en discutant ensemble, qui avons mis en place, d'abord c'était Patch, voilà, quelles étaient ses compétences, comment est-ce qu'on voulait les mettre en place, quel était son rôle aussi au départ. Patch, c'était le lien entre les jeunes du centre de formation qu'on met sous contrat et l'équipe professionnelle. Qu'est-ce qu'on allait lui demander? Lui, il était plus dédié au travail individuel, d'accord, au développement individuel des gens. Max, une grosse partie de sa mission, c'était sur le travail vidéo. Donc, vous voyez, ce que j'ai pas dit, c'est que dans votre staff, chacun a un rôle bien précis. Donc, en fonction du rôle qu'il a, il y a certaines attentes et ça, on les a fixées ensemble. Ensuite, sur notre travail en staff à nous, moi, je les questionne, je leur demande, eux, je les écoute, j'essaie de les écouter sur ce que eux veulent faire, ce que eux veulent mettre en place, comment ils voient les choses. Je les questionne et ensuite, on décide de la façon dont on va procéder. Les éléments, ils sont plus dans une petite méthodologie qu'on a entre nous, mais moi, les questionnaires de personnalité, tout ça, non, je le fais pas de cette façon-là. Alors, le process, c'est vrai que je suis pas revenu assez précisément dessus. J'ai un petit peu peur que ça prenne du temps, mais non, il passe pas par le questionnaire de personnalité. Je connaissais les gens, moi, avant qu'ils arrivent. C'est pas des personnes que j'ai découvertes. Et j'ai travaillé avec eux, puisque Pat, je l'ai eu comme joueur 2 ans d'abord. Voilà. Et Max, j'ai travaillé avec lui au centre de formation. Donc, ça a d'abord été de se dire, voilà, quel sera ton secteur de responsabilité plus précisément? Comment est-ce que tu l'envisages par rapport aux attentes que j'ai, moi, sur ce poste-là? Et ensuite, on détermine la façon dont ils vont intervenir et dont le staff va aussi devoir cohabiter. Donc, Patch, il a en responsabilité plus, lui, la mise en place du travail individuel et il lead le travail individuel après les échanges qu'on a pu avoir ensemble sur tel joueur, on veut impérativement d'abord continuer à le développer sur tel point fort et mettre ce travail-là en place à côté pour compléter ou pour travailler sur des aspects vers lesquels on veut qu'il aille. Max, sa première chose, lui, ça a été, dans une grande majorité, le travail vidéo, comment on va le mettre en place, comment on va le faire, travail vidéo sur le retour individuel, sur le scouting adverse, sur notre scouting à nous, comment est-ce qu'on va mettre, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment chronophage, qui prend beaucoup de temps, et donc de structurer leur secteur de responsabilité
et ensuite de rendre compatible. Il ne faut pas que les gens se marchent dessus et que tout le monde intervienne à tort et à travers. Donc, au sein de l'entraînement aussi, ouais, chacun a son secteur d'intervention. Mais je vais revenir là-dessus sur la façon dont on travaille après dans l'entraînement et pourquoi j'ai voulu le mettre en place comme ça, surtout. Surtout. Voilà, alors, je vais essayer de revenir sur cette partie-là. Bon, moi, pour moi, ça, c'est quand même aussi quelque chose que Nicolas m'a vraiment aidé à comprendre. Et c'est essentiel. Observer, écouter, ça paraît peut-être très logique comme ça. Une compétence à activer tous les jours. C'est bien, mais c'est quoi observer? Qu'est-ce que j'observe? Où est-ce que je place mon œil? C'est comme quand vous êtes entraîneur. Dans votre séance, qu'est-ce que vous allez observer? Qu'est-ce que vous allez corriger? Parce que finalement, vous pourriez intervenir à tort et à travers sur un paquet de paramètres. Mais il s'agit de savoir ce qu'on observe et de comprendre le mécanisme de cette observation. Ce que j'ai écrit sur ce slide-là, pour moi, voilà, ça a été important. Ça a été important de comprendre ça, que la qualité du résultat que l'on obtient dépend de l'exécution des tâches, que cette exécution des tâches dépendra, elle, de la qualité de la prise de décision, que cette prise de décision sera dépendante de la qualité de vos émotions, et que la qualité de vos émotions dépend de la qualité de la perception qu'on a de nous-mêmes et de celle des autres. Quand je parle aussi, là, des premiers jours de l'entraînement, avec la perception qu'on peut avoir de celle des autres. Ça commence tout de suite. Le premier jour de l'entraînement, vous devez tout de suite impacter votre équipe, manager votre équipe et pas attendre le fait de gagner un match, deux matchs, trois matchs pour vouloir mettre en place des choses. Puisque tout a commencé. Tous les processus se sont déjà mis en place, commencent à se mettre en place dès que vous arrivez à la salle et que vous commencez à entraîner votre équipe. Cette perception que vous avez de vous-même et des autres dépendra de la hauteur des perspectives qu'on aura pour notre équipe. Globalement, si vous avez l'impression d'être entouré de joueurs qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous allez avoir des perspectives beaucoup plus hautes de votre équipe. Si vous avez l'impression d'être entouré par des joueurs qui vous donnent l'impression dès le départ de ne pas être des bons joueurs, vous risquez d'avoir des perspectives beaucoup plus basses et de vous rendre compte que ces joueurs-là ne vous permettront pas d'obtenir vos objectifs. Et donc, il faut être très vigilant à tout ça. Parce que selon les personnalités, selon les joueurs, ça pourra avoir un impact vraiment important sur la façon et sur la vie de votre groupe et sur la façon dont vous voudrez faire jouer votre équipe. Donc ça, je l'ai écrit parce que pour moi, c'était plus simple de le mettre comme ça, mais ça, c'est un mécanisme, moi, dont je n'avais pas de notion. Je ne me rendais pas compte que tout était si imbriqué et que tout ça pourrait avoir des vraies répercussions sur la façon dont mon équipe allait vivre les choses. En tout cas. Autre mécanisme ou autre chose qui ont été vraiment importantes et dont on a beaucoup discuté avec Nicolas, c'est quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que vous gagniez ou que vous perdiez, il y a deux versants. Qu'est-ce qu'il y a de positif quand on gagne? On veut tous gagner, on veut tous prendre du plaisir. Mais attention, tout ça, c'est pas garanti. Ça, c'est le côté positif du positif. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a de positif quand on gagne? L'autre chose, c'est qu'est-ce qu'il y a de positif quand on perd? Et ça, c'est important. JB, mais qui était plutôt sur la slide d'avant, et je pense que c'est intéressant qu'on la pose là, parce qu'après on va passer peut-être sur autre chose, c'est pour ça. Est-ce que tu penses, avec un peu de recul maintenant, que entraîner tout seul, ça permet de bien observer? C'est impossible. À mon sens, c'est impossible. Parce que entraîner tout seul, bien souvent, voilà, il y a plusieurs choses, et on va revenir là-dessus aussi après. Ça veut dire que vous avez tout le temps le nez sur le tableau. Entraîner tout seul, ça veut dire que vous êtes tout le temps, enfin j'utilise cette image-là, vous avez les mains dans le cambouis, vous avez les mains dans le moteur, vous avez les nez sur le tableau, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, vous allez être forcément très, je pense, en difficulté pour prendre du recul et observer des choses plus fines. On va parler tout à l'heure de la finesse de l'observation. C'est où je porte mon œil, qu'est-ce que je regarde. Et quand on est tout seul, je crois que bien souvent, on va être concentré sur le thème qu'on avait déterminé de notre séance.
Je ne sais pas, moi, si vous parlez du pick and roll, vous allez regarder comment les garçons posent l'écran, peut-être, utilisent l'écran. Déjà, ensuite, aller regarder autour comment les garçons vont jouer sans ballon, ça va être difficile. Est-ce que la défense va respecter ce qu'on lui avait demandé de faire avant? Et puis après, derrière, on voudrait en plus observer les réactions, voir comment ça se passe, comment on interagit, comment on communique, comment on accepte. Je crois qu'il est impossible de tout voir quand on est tout seul. En tout cas, c'est ma vision des choses. Pour bien observer, j'ai besoin impérativement de pouvoir prendre du recul, de pouvoir lever le nez du tableau. Et pour ça, j'ai besoin de mes collègues. Donc voilà, par rapport à ce que je vous disais, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, ça, parce que je pense que ça, c'est valable pour toutes les équipes à tous les niveaux. Chez les jeunes, chez les vieux, chez les pros, chez les amateurs. Qu'est-ce qu'il y a de positif quand on gagne? Mais qu'est-ce qu'il y a de positif quand on perd? Qu'est-ce qu'on retiendra d'une défaite? Le fait d'avoir pris 20 points, d'avoir été nul, de mettre une tôle au mec dans les vestiaires. Alors, je crois qu'il y a des choses qui viennent derrière, d'accord, et qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quelles sont nos perspectives? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place en termes d'énergie, de travail, d'attitude, envers les autres? Mais moi aussi, dans mon attitude, qu'est-ce que je peux apporter? Et ces questions-là que je pose, moi, vis-à-vis de mes joueurs, forcément, je me les pose à moi-même. Donc, le positif du positif, c'est valable pour moi. Qu'est-ce que j'en retiens? Mais qu'est-ce que mes joueurs doivent en retenir? Il faut s'en méfier aussi du positif. Être dans une série de victoires, il faut s'en méfier. Mais il faut aussi retirer des choses très positives d'une défaite. De la même façon, qu'est-ce qu'il y a de négatif quand on gagne? Oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. Il faut se méfier de certaines choses. Attention, tenir les choses pour acquises, être moins vigilant. Et qu'est-ce qu'il y a de négatif quand on perd? Et ça, par contre, c'est aussi un autre point. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans le négatif? C'est que forcément, le négatif du négatif, ça peut être une ambiance d'équipe qui se délite. Ça peut être aussi des problèmes d'attitude. Et puis, c'est dur. Quand vous êtes dans une série de défaites, dans le sport professionnel, forcément, la pression augmente. C'est difficile à vivre. C'est difficile de venir s'entraîner, c'est difficile d'un seul coup de gagner des matchs. On peut se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour gagner le prochain? Donc voilà, bien comprendre ces mécanismes-là, ça permet aussi de mieux comprendre dans quel état d'esprit peuvent être les joueurs, dans quel état d'esprit peut être mon équipe, et donc de quelle façon, moi, il va falloir que j'intervienne auprès d'eux, ou pour les maintenir en vigilance et continuer à gagner, ou pour se rendre compte que ces défaites-là, elles étaient peut-être nécessaires pour qu'on puisse vraiment aller mieux. Cette année, je prends un exemple, hein, on est en Bretagne, Laurent Foirest. Laurent, moi, il me disait que sa défaite à Blois, il a pris 20 ou 25 points à Blois. Il dit ça a été notre déclic. C'est grâce à ça qu'on a été bon derrière. Et derrière, ils font 10 victoires d'affilée. Ils mettent des trempes à tout le monde, ils deviennent excellents. Il a su retirer le positif du négatif à ce moment-là, pour imaginer ce que je vous disais. Et il faut impérativement accepter ces deux versants pour pouvoir faire grandir votre équipe, pour pouvoir faire grandir un joueur. Et bien souvent, faire travailler sur cette notion du négatif. Voilà, la défaite, la difficulté. Il y a beaucoup de choses très positives à retenir de ça pour faire progresser votre équipe, pour faire progresser vos joueurs. Voilà aussi sur quoi on a travaillé et ce que Nicolas m'a aidé, moi, à beaucoup mieux comprendre. C'est bien d'en parler, mais c'est aussi de comprendre comment ça se passe. Et moi, ça a induit ma façon, ça a impliqué vraiment beaucoup de choses dans la façon de m'adresser à mes joueurs, dans la façon d'entraîner mes joueurs, dans la façon de débriefer avec mes joueurs. Maintenant, manager, il y avait aussi quelque chose d'important dans le fait de manager, c'est de pouvoir anticiper et de se poser certaines questions. Donc avec Nicolas, quand il y a certaines questions qui me viennent, eh bien voilà, je peux le contacter et on peut aborder certains thèmes. Le premier, Émeric en avait parlé la dernière fois, c'est comment développer un fort niveau d'engagement autour de moi. Moi, mon job, c'est d'impacter mon environnement pour qu'on soit le plus performant possible. Donc, comment développer un fort niveau d'engagement chez mes dirigeants, dans mon staff, chez mes joueurs. Ça, c'est en lien à tout ce qui est de la motivation.
Comment continuer à gagner quand on est dans une série de victoires? Ben, je pense qu'il faut se poser cette question-là. Voilà. On vient de gagner 2, 3, 4 matchs, 5 matchs. Est-ce qu'on se satisfait de ça, puis on se dit, bah, c'est cool, on a une équipe qui tourne bien, c'est top, le feeling? Ou est-ce qu'on travaille en amont pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel état d'esprit? Comment on va travailler? Quelle énergie on va mettre pour gagner le prochain? Puis le prochain. Maintenant, quand vous êtes dans ce mode épanouissement, là, c'est-à-dire que votre joueur, votre équipe, ils sont hyper à l'écoute, ils sont très disponibles pour que vous ameniez des choses, il faut savoir et il faut s'en servir. Mais attention, il y a évidemment des mécanismes sur lesquels il faut être très vigilant. L'autre question, c'est comment sortir d'une série de défaites. Nous, cette année, on a été très très bons jusqu'à Noël et à partir de janvier, on a enchaîné 6 ou 7 défaites de suite. Alors qu'on était très bons jusque-là, qualifié en Coupe de France, qualifié en Leaders Cup, deuxième en championnat à Noël. Et puis d'un seul coup, voilà, l'équilibre, cet équilibre-là est très difficile à maintenir et on a enchaîné sur une série de défaites. Donc comment travailler pour sortir sur une série de défaites? Comment gérer un conflit entre deux joueurs et faire en sorte que ça devienne quelque chose dont on peut se servir pour que notre équipe aille mieux? Est-ce qu'on peut trouver du positif dans un conflit entre deux joueurs? Comment aborder des matchs à fort enjeu avec beaucoup de stress, beaucoup de pression? Ça peut être un match pour se maintenir, sinon vous faites descendre votre équipe, mais ça peut aussi être une finale. Comment l'aborder? C'est toujours particulier pour des joueurs, mais aussi comment la digérer? Comment digérer une finale gagnée? Comment digérer une finale perdue? Vous ne pouvez pas attendre d'être le nez devant le mur pour gérer ça. Il faut impérativement commencer à impacter votre équipe avant si vous voulez espérer avoir du résultat dans la longueur. Quand elle était en finale de la Leaders Cup, voilà, vraisemblablement, on a payé des choses avant. Ça veut bien dire ça qu'il aurait vraisemblablement fallu aussi activer certaines choses peut-être plus tôt, puisque les joueurs, eux, étaient déjà inconsciemment tournés vers cette finale. Et puis, comment la digérer, qu'elle soit gagnée ou perdue? Ça, nous, on ne le saura pas parce qu'on a fait 2 matchs après la finale et puis que la saison s'est arrêtée, comme vous le savez. Quand vous êtes coach, il faut savoir développer des outils en fonction de votre style managérial. Donc, beaucoup travailler sur la formulation des phrases, comment est-ce qu'on dit les choses. Un exemple chez moi, j'ai trop tendance à utiliser des phrases avec des tournures négatives. Ça impacte les joueurs d'une certaine façon. Choisir vos mots est essentiel. Également, travailler sur le oser dire, savoir dire. Les joueurs et le staff doivent impérativement, pour moi, comprendre où je veux aller. Comment je vais les utiliser, quel rôle ils vont avoir là-dedans, quel sens ça a. JB, Oui. Dans nos formations, forcément, on a tous passé par la phase où on se dit il faut préparer votre séance d'entraînement. Et bon, là, on a des nouveaux modules de formation là, qui vont arriver ou qui vont aborder notamment certains thèmes que tu as dit. Et ça veut dire que, par exemple, pour un briefing d'avant-match, un briefing de mi-temps, ainsi de suite, toi, c'est des choses que maintenant tu prépares à l'avance ou que tu fais toujours au feeling? Non, 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 non. Je prépare, mais je prépare ce que je vais dire dans les vestiaires. En tout cas, je prépare vraiment mes grandes lignes. Voilà. Il est difficile d'avoir un papier, vous n'allez pas suivre un papier que vous allez lire. Hein. Moi, je prépare tout avant sur les aspects technico-tactiques qu'on rappelle, mais au travers de ça, forcément, aussi sur la façon dont on veut aborder les choses et puis mettre les mecs dans le match. Voilà. Même si il faut quand même avoir travaillé vraiment très en amont de tout ça, sur votre plan de match, sur l'état d'esprit. C'est au quotidien qu'on parle avec notre équipe, au quotidien. Alors, moi, je ne parle pas de mes adversaires très tôt dans la semaine, on en parle quand on avance, mais quand vous avez 2 matchs par semaine, voilà, je n'attends pas le jour du match pour délivrer un message. Ceci étant, le jour du match, mon briefing, il est prévu, il est préparé en amont. Ouais. Je le fais pas, non, on peut pas se fier qu'au feeling en tout cas. Voilà. Et puis la mi-temps, ça dépend. La mi-temps, ça dépend forcément de la façon dont s'est passée la première, hein, évidemment. Mais et puis tout ça, ça dépend aussi de vos joueurs. Le type de briefing, il faut pas oublier qu'on s'adresse à des gens qui sont tous différents les uns des autres et que, comme j'ai pu le dire au départ, 2 groupes de joueurs, 2 mecs différents, vous pouvez pas tous leur parler. Enfin,
Vous ne pouvez pas parler à deux équipes différentes exactement de la même façon. En tout cas, je ne le crois pas. Il faut apprendre aussi à s'adresser à un groupe qui puisse être totalement différent d'une année sur l'autre. Mais oui, je prépare ça avant d'arriver. Ouais. J'ai répondu à ta question, François? Oui, ouais, très bien, très bien. Donc, dans les outils et dans les choses qu'on a mis en place avec Nicolas, tout ça, ce ne sont que des exemples. Je vous l'ai dit, les mots à choisir ses mots, oser dire, savoir dire, vendre son projet aussi, le rendre plus sexy, le rendre attrayant pour les joueurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Quel est le message que j'envoie à mes joueurs? Apprendre à… Et dès le premier coup de téléphone que vous avez avec des joueurs, quand vous les recrutez, il faut quand même leur donner envie, si ce n'est de leur donner du travail, il faut leur donner envie aussi et leur montrer que, à mon sens, vous avez un projet vers lequel vous voulez aller, vous savez vers quoi vous voulez aller et vous savez que les qualités qu'il a vont vous permettre, en tout cas, de mettre en place ce projet-là. Voilà, donc ça, c'est important. Puis la clarté du message, ça, c'est vraiment quelque chose d'important et vous ne pouvez pas être moyen là-dedans. On ne peut pas se dire oui, mais je vais nuancer, Non, il faut que ce soit clair pour les joueurs. Les joueurs doivent comprendre, il faut que ce soit clair. Et ça, ce n'est pas toujours si évident que ça. En tout cas, pour moi, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler, être plus minimaliste. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime bien parler, je suis parfois trop bavard. Et donc, il y a besoin d'apprendre. Moi, j'ai besoin de travailler pour faire des phrases plus courtes, minimaliser les choses, mais faire en sorte que ce soit très précis. Ça sécurise les joueurs. C'est important pour eux. Il ne faut pas perdre les gens, puisque on risque de vous entendre, mais de ne pas vous écouter non plus et de beaucoup moins bien comprendre le message. Donc, des exemples de choses, d'outils que j'ai dû mettre en place, en tout cas d'outils, de méthodes à propos desquels on a travaillé avec Nicolas. Tout à l'heure, je vous parlais de l'observation. Faire preuve de finesse dans l'observation, savoir ce qu'on regarde, savoir ce qu'on observe, savoir ce qu'on corrige, c'est essentiel. J'ai travaillé sur quelque chose d'important aussi, et ça c'est lié à mon expérience personnelle quand j'ai pris l'équipe, l'utilisation de certains ingrédients qui donnent de la sécurité ou au contraire qui génèrent de l'insécurité. Moi, quand j'ai pris ma première équipe, on était en difficulté et j'ai très vite protégé mon groupe de l'extérieur. En fait. On s'est renfermé sur nous-mêmes, mais j'ai très vite mis, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais ce serait l'image, un peu des barbelés autour de l'équipe. J'ai fait très très attention à ça et auprès des médias, par exemple, auprès de mes dirigeants, j'ai protégé l'équipe. Clairement, il aurait pu se passer quoi que ce soit à l'intérieur de cette équipe-là, rien ne serait sorti de là. Rien, rien. Donc, ça, moi, je me suis très vite recentré là-dessus, vraisemblablement parce qu'on venait de traverser une période très compliquée. Moi, le départ de Franck m'a posé des problèmes à moi parce que c'était mon pote. En plus d'être mon collègue, c'est mon pote. Je l'ai vu vraiment pas bien. Donc, très vite, on a généré de la sécurité autour de nous. Et ces ingrédients de la sécurité, je les ai trop reproduits la saison suivante, quand j'ai pris ma deuxième équipe, et ça n'a pas eu du tout le même effet. Pas du tout le même effet. Oui, sur les 3 premiers matchs, on a gagné. Puis derrière, on est parti sur une autre série de défaites. Et là, je crois que après coup, j'ai mis trop de sécurité et pas assez d'insécurité sur ce deuxième groupe. Et j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû générer de l'insécurité un petit peu plus. Alors après, il y a une notion d'équilibre dans tout ça, mais utiliser certaines choses qui m'auraient permis de garder plus de vigilance, en tout cas, de la part des uns, et garder un groupe plus en éveil que ce que j'ai pu faire sur la deuxième année. Donc, est-ce que tu peux nous donner faire preuve de un exemple d'insécurité, comment tu la génères ou ce que ça représente pour toi? Alors, comment générer de la sécurité? Alors, je vais prendre un exemple simple pour tout le monde. Il y a des coachs qui aiment bien tout le temps commencer avec le même 5 majeur. Il y a des coachs qui commencent tout le temps avec le même 5 majeur. Il y a des joueurs, ils savent très bien qu'ils seront tout le temps dans le même 5. Et puis, vous pouvez aussi générer un premier type d'insécurité en changeant vos 5 très régulièrement, qui que ce soit. Votre joueur américain, le vieux, le jeune, le moins vieux, le moins jeune, le meilleur scoreur. Tout de suite, vous pouvez générer un petit peu d'insécurité avec ça, en disant, voilà, moi, le 5 majeur, ne vous attendez pas à ce que ce soit tout le temps le même. Il peut changer. Il peut changer à tout moment. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Il y en a beaucoup.
dans le discours, dans les mots que vous choisissez, dans les consignes que vous donnez, vous pouvez générer de la sécurité, vous pouvez générer de l'insécurité. Voilà, ouais, enfin, je vais rester sur cet exemple-là parce qu'après, je ne voudrais pas embrouiller les gens. Mais en tout cas, faire en sorte que tout le monde ne soit pas dans le confort de se dire qu'on sait déjà comment une grande majorité des choses vont se passer. Parce que là, vous pouvez générer beaucoup, peut-être aussi trop de confort, tu le confort. Trop de sécurité, tu la sécurité. C'est toujours un petit peu vrai là-dedans aussi. Donc, j'espère avoir répondu. Utiliser de la rupture ou non. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la page blanche. Voilà. Prendre là-dedans, c'est prendre des petits risques, des risques moyens ou des grands risques. Il faut savoir qu'en fonction du degré de risque que vous prendrez, vous pourrez escompter qu'ils aient ou des petites conséquences ou des conséquences moyennes ou de grosses conséquences. Après, le tout là-dedans, c'est de savoir quel type de risque je peux prendre avec ce groupe-là. Qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat? Donc, quel type de risque il va falloir que je prenne à un moment ou à un autre dans la gestion de mon équipe? Un risque, ça peut être à un moment donné de sortir votre meilleur joueur à un moment où habituellement il est toujours là. Et il sait que lui, d'habitude, il doit jouer ces moments-là, ce jour-là. Je ne sais pas, moi, il peut avoir une attitude qui n'est pas bonne, il peut être passé à côté de son match, quelqu'un qui peut avoir un gros tempérament ou pas, mais pour autant, ou vous allez le laisser jouer, ou vous allez, ce jour-là, pour telle ou telle raison, ne pas le faire jouer. Petit risque, moyen risque, grand risque, les conséquences qui vont avec, et je dirais les retombées qu'il peut y avoir sur votre équipe et sur vos résultats, seront graduées un petit peu de la même façon, et il faut en avoir conscience, et donc savoir comment les utiliser. Challenger vos leaders, apprendre à avoir un petit peu de finesse sur, et ça c'est pas simple parce que ça dépend aussi vraiment des personnes que vous avez face à vous, sur le fait de challenger vos leaders. Alors ça, et attention, toute proportion gardée bien évidemment, mais il y a un mec, le plus grand coach vraisemblablement du monde depuis quelques années maintenant, Popovic, qui est fantastique par rapport à ça. Quand on écoute Tony Parker et la façon dont Popovic l'a challengé tout au long de sa carrière pour lui faire passer des caps, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. En ce moment, je pense que tout le monde, comme moi ou beaucoup, regardait The Last Dance et d'écouter ce que dit Phil Jackson, d'écouter ce que dit Michael Jordan de temps en temps, c'est quand même génial. D'entendre Jordan qui dit, voilà, moi, quand Phil Jackson est arrivé, je le voyais pas forcément d'un bon oeil parce que je passais d'un coach qui m'avait mis le ballon dans les mains à un coach qui voulait me l'enlever. Donc, il a vraisemblablement fallu que Phil Jackson, à ce moment-là, soit brillant pour lui faire comprendre que, OK, il allait avoir moins le ballon dans les mains, mais il allait gagner des titres grâce à ça. Et Phil Jackson, il a réussi à faire ça aussi avec Kobe Bryant, les plus grands joueurs de l'histoire. Il a réussi à les faire passer d'un mode à un autre, leur faire accepter des choses, et derrière, ils ont gagné de la façon dont on connaît. Donc, ces mécanismes à l'intérieur de tout ça, voilà, je pense que Phil Jackson a développé un niveau de leadership, un niveau de management d'une finesse incroyable. Incroyable. Alors, toute proportion gardée, bien évidemment, vous, à l'intérieur de votre équipe, vous devez apprendre à le faire à votre hauteur. Et ça, c'est un travail qui ne s'invente pas. Et on n'est pas formé pour ça. On n'a pas suffisamment d'outils pour apprendre à faire ces choses-là. Et c'est ce que je trouve de passionnant dans ce travail qu'on peut être amené à faire avec les coachs. Dans la finesse aussi de ce que vous pouvez mettre en place, c'est développer des capacités à aller chercher des expériences qui composent votre groupe. À l'intérieur de mon équipe, j'ai des bonhommes, et ces bonhommes-là ont tous une expérience qu'ils ont vécue à travers d'autres équipes, d'autres partenaires, d'autres coachs, leur expérience de vie, et d'aller chercher des choses qui composent leur expérience quand vous avez appris à connaître vos joueurs, leur passé, que vous êtes renseigné sur qui ils étaient, de servir de certaines de ces expériences pour enrichir votre groupe, enrichir votre expérience à vous. Moi, je crois qu'on apprend beaucoup de nos joueurs à partir du moment où on peut aussi échanger, discuter, s'intéresser à eux et ne pas s'en tenir qu'à leur état de joueur, entre guillemets. Voilà. Dernier point, et c'est pas dernier point, ça c'est des exemples que j'ai voulu prendre sur ce slide-là, c'est écouter, questionner, faire des feedbacks, mais écouter beaucoup,
écouter énormément, puis questionner et avoir de la finesse là-dedans pour aller, encore une fois, challenger, hein, pour aller chercher des suppléments chez vos joueurs. C'est des choses qui s'apprennent. Ça ne se fait pas qu'au feeling, encore une fois. Pour terminer, parce que j'ai dépassé, hein, François, je suis désolé, travailler sur moi, pourquoi? Juste 4 points comme ça, parce que passer du jeu au nous, en pensant qu'on y arrivera qu'en s'appuyant sur les aspects technico-tactiques, pour moi, c'est impossible. Quand je dis passer du jeu au nous, c'est passer des objectifs individuels aux objectifs collectifs. Passer d'un groupe que vous recrutez en début de saison, que vous composez, à devenir une équipe. Pensez que seuls des systèmes de jeu vous permettront de le faire est beaucoup trop réducteur, selon moi. Parce qu'il est impossible d'obtenir des résultats en ne se fiant qu'au feeling ou en voulant s'approprier des recettes utilisées par d'autres dans d'autres contextes. C'est ce que je vous disais par rapport à Obradovic tout à l'heure, ou parce que vous avez eu un coach qui était comme ça, il faisait ça. Je prends un exemple, je ne sais pas, vous perdez un match, vous descendez du bus, il est 4 heures du mat, et puis vous les foutez dans la salle, et puis vous allez leur en mettre plein les oreilles. Si vous n'avez pas la personnalité pour faire ça, si vous n'avez pas le groupe pour faire ça, alors il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est que ça vous retombe sur le dos ou d'avoir des ennuis par rapport à ça. Après, si votre groupe peut avoir besoin de ça, je ne sais pas moi, pourquoi pas. Mais ce n'est pas parce que les uns l'ont fait un temps donné avec une équipe que forcément, pour vous, ça va fonctionner. Ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Alors, c'est parce que aussi, vous savez, quand vous entraînez, en tout cas, je pense que c'est tout le monde qui est comme ça, vous avez une vision un petit peu de l'équipe que vous voudriez avoir, de la façon dont vous voudriez qu'elle joue. On peut appeler ça la meilleure version possible de votre équipe. Et ben, notre boulot, c'est de réduire tout au long de la saison, c'est de réduire l'écart qu'il y a entre la version actuelle de votre équipe et la meilleure version de celle-ci. Et ce cheminement-là, c'est justement ce qu'il y a d'hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire ça? Par où il faut passer? Comment il faut que je construise mon équipe? Comment il faut que je la fasse jouer? Comment il faut que je fasse progresser cette équipe-là? Comment cette association de joueurs-là, je vais la faire avancer? C'est tout ça qui est hyper, qui est, je dirais, le cœur du job de coach pro, je pense. Et puis, pourquoi j'ai voulu travailler sur moi? C'est parce que je veux donner du sens. Je veux donner du sens à ce que je fais et je voudrais que ça ait du sens pour mes joueurs et pour mon staff. Ça, c'est quelque chose, voilà, j'ai envie qu'on comprenne vraiment ce qu'on va faire. Et puis, j'ai envie, moi, à titre personnel aussi, d'avoir une démarche cohérente et construite. Pour terminer, voilà, pour conclure, je pense qu'il faut s'entraîner à entraîner. On parle beaucoup d'entraîner nos joueurs, leur capacité d'entraînement et tout ça. On parle beaucoup de l'entraînement de nos joueurs. Mais moi, je crois que nous, coachs, il faut qu'on s'entraîne à entraîner, qu'on s'entraîne à coacher, qu'on s'entraîne à manager. Et moi, ce que je souhaiterais, en tout cas au travers de ce travail-là, c'est d'essayer de progresser vraiment pour dépasser le rôle de conseiller technico-tactique. Voilà. Ne pas s'en tenir qu'à mon rôle de coach technico-tactique et puis d'essayer d'influencer, d'impacter les hommes avec lesquels je travaille pour pouvoir les faire progresser encore plus sur le versant du joueur. Donc, et ça, voilà, je crois que c'est l'expérience, ouais, je peux dire que ça, c'est l'expérience d'une vie et qu'on peut tous progresser tout au long de notre cheminement personnel pour impacter les gens. Voilà. Donc, je suis désolé, j'ai dépassé, François, grandement le temps que tu m'avais donné. Non, merci JB. Je pense que là, on peut prendre 5 minutes où les gens peuvent brancher leur micro et te poser les questions en direct. On sauve 5 minutes, il est 15, on va jusqu'à 20. Je reprends juste l'écran de façon à présenter aussi les échéances à venir. Il y en a une sur l'arbitrage dans l'entraînement, donc une visio qui va avoir lieu là, par la Fédé de basket. Et puis nous, on aura un rendez-vous avec Pierre Bonneau là, de Boulazac Basket Dordogne qui va venir nous présenter les métiers dans un club
de professionnels de Jeep Elite, mais autour du staff technique, c'est-à-dire quel métier existe, qu'est-ce que c'est qu'un manager général, tous ces éléments-là. Donc, si vous voulez bien prendre votre micro de façon à pouvoir questionner JB sur les 5 dernières minutes qu'on s'accorde. À moins qu'il n'y ait pas de questions. Est-ce qu'on a perdu tout le monde? Des questions qui se poseraient ou qui n'auraient pas été abordées sur le chat peut-être? Je sais qu'il y en avait une qui était posée sur travailler sur tes aspects positifs et négatifs. Comment toi tu as travaillé dessus? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des choses que vous avez peut-être fait apparaître avec la personne qui t'accompagne. Et dans les faits, comment ça se met en œuvre? C'est-à-dire de travailler sur ça? Alors, j'ai eu une toute petite coupure, François, je suis désolé, j'ai une connexion qui n'est pas terrible, donc je ne sais pas si tu as bien entendu. Donc oui, moi je disais, il y a une question qui apparaissait sur comment on fait pour travailler ses points positifs et ses points négatifs, parce que je pense qu'au travers un petit peu de la relation avec le coach, la personne qui t'accompagne, voilà, vous avez fait ressortir des points positifs, négatifs. Il y a certaines choses dont tu as abordé, c'est-à-dire faire des phrases plus courtes et tout ça. Mais après, au jour le jour, c'est-à-dire que comment toi tu travailles là-dessus? Non, mais en fait, Nicolas, moi, il m'amène à réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'arrive pas avec des recettes toutes faites. C'est-à-dire qu'en fait, Nicolas, quand on travaille, on prend rendez-vous, on fait comme on a un bureau, il y a des moyens technologiques qui nous permettent de le faire aujourd'hui. Et en fait, si on fait certaines manipulations, certains exercices, par exemple, il m'amène surtout à réfléchir sur moi-même, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on échange énormément. Il me donne des pistes. J'y réfléchis, je travaille dessus. J'amène des éléments et on revient dessus la fois d'après. C'est-à-dire qu'il y a toujours un délai. Moi, quand il me dit, voilà, qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce que tu estimes devoir beaucoup mieux faire? Alors évidemment, il y a des choses qui me viennent de suite. Et il y a des choses qui vont aussi apparaître au fur et à mesure de la réflexion. Donc il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps là-dessus. Mais pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, oui, travailler sur tes points forts et sur tes points faibles, bah, faut d'abord aussi, il y a un vrai travail d'acceptation de ça. C'est-à-dire qu'on doit tous accepter qu'il y a certaines choses dont on a, à propos desquelles on a plus de facilité et des choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire pour tout à chacun. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de l'accepter, c'est de le savoir et de savoir après ensuite comment tu peux utiliser ça pour en faire une force. Que ce soit des forces ou des faiblesses, on a tous des défauts. Il faut qu'on soit capable de les utiliser à bon escient et de se renforcer. Donc, la première chose, c'est aussi de les accepter, d'en avoir conscience. Ça, c'est la première des choses, c'est ce que je revenais à dire tout à l'heure sur l'identité, qui vous êtes. Quoi. Qui vous êtes. Moi, je ne me voyais pas en train, entre guillemets, de rentrer dans la gueule des mecs tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai plutôt envie d'impacter la relation d'une autre façon. Et j'ai une autre facilité, c'est que je vais facilement vers les gens, par contre, et que je discute facilement avec les gens. Donc, se servir de ça pour construire mon image, mon identité de coach, voilà, il a fallu bien le comprendre. Quoi. Voilà. Ok, il y a une question qui apparaissait sur entre le discours et les actes, comment tu fais en sorte que ça soit lié? Entre le discours et les actes, alors c'est hyper large ça. C'est très large comme question. Entre le discours et les actes, comment est-ce que tu es bah, je reviens à la notion de la cohérence, c'est-à-dire que quelque chose qui est quand même, qui serait quand même très dangereux, c'est de dire que vous voulez faire les choses de telle façon et dans la mise en œuvre, si vous dites que vous avez envie d'être un coach qui va vouloir échanger avec ses joueurs
mais que vous êtes totalement fermé et que par contre, dans les actes, dès qu'un mec te dit, ouais, mais tiens, coach, ça et ça, pourquoi est-ce qu'on pourrait le faire comme ça? Et que vous fermez toute discussion et que vous ne prenez jamais en compte ce qu'on peut vous dire, alors ça peut devenir très compliqué en fonction des joueurs que vous avez face à vous. Moi, je prends un exemple, je ne sais pas si vous avez des joueurs un peu expérimentés, qui ont aussi une forte personnalité et que vous vous présentez comme étant un coach qui, au départ, va vouloir aussi les rencontrer dans un entretien, dire que voilà, vous allez aussi vous appuyer sur eux ou sur lui pour mettre ceci ou cela en place et que le jour où les joueurs vont discuter entre eux et que lui va peut-être replacer ou repositionner quelqu'un, vous l'envoyez paître et que vous dites non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors ça peut devenir compliqué aussi. Je veux dire, et cette cohérence entre le discours et les actes, elle est au centre de tout ça. Et l'exemple inverse, c'est quoi? C'est qu'un coach qui va être hyper autoritaire, qui va vouloir tout régenter et tout contrôler. Alors le jour où ça fonctionne pas, pour moi, il faut qu'il accepte que tout lui retombera sur le dos. Pour moi, puisque vous voulez tout contrôler, tout régir. Donc, si vous vous rendez compte qu'au bout de 4 matchs, ça ne marche pas, que les joueurs commencent à ceci, cela, et puis que d'un seul coup, par contre, bah tiens, leur dire, bah non, bah tiens, et finalement, toi, tu ferais comment? Alors que ça fait 3 mois que vous dites que de toute façon, vous n'ouvrez jamais la porte au fait de les faire participer, ils vont se dire, le mec, ça y est, il commence à sentir le roussi, donc ça y est. Et puis, vous gagnez, et puis repartir là-dessus. Enfin, vous pouvez pas, vous pouvez pas ne pas être cohérent tout le long. Si vous changez tous les jours au gré du résultat, alors je pense que vous pouvez vous mettre en difficulté. Il faut avoir, si possible, construire une démarche cohérente. J'espère avoir été à peu près clair, mais c'est assez large dès le Très bien. départ. Comme le demanderait ton coach, a priori, si j'ai bien suivi l'intervention, est-ce que tu peux nous donner une dernière phase brève pour terminer cette conférence? Eh bien, que je n'en suis qu'au tout départ, que j'espère que ce travail-là m'accompagnera tout au long de ma carrière. Kenavo à tout le monde, bonne journée et j'espère à très bientôt.